Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a repris ces derniers jours. Même si le Moyen-Orient n'est pas encore à feu et à sang, nous testons déjà les limites du fragile cessez-le-feu d'avril. Alors, pendant le week-end, le Hezbollah était occupé à lancer des attaques contre Israël, qui en retour bombardait Beyrouth. Cela a poussé l'Iran à attaquer Israël, qui bien sûr a riposté, et tout s'est enchaîné à partir de là. Et même s'il est difficile de savoir où tout cela va nous mener, la paix au Moyen-Orient semble plus que jamais être un concept abstrait. L'action. Lors de la dernière mise à jour, un cessez-le-feu entre Israël et le Liban avait été conclu grâce à la médiation américaine. Il était tôt le matin, mais comme pour la plupart des cessez-le-feu, en 2026 personne ne savait vraiment ce que signifiait ce cessez-le-feu. Au contraire, l'ensemble ressemblait à un château de cartes, prêt à s'effondrer au moindre coup de vent. Le cessez-le-feu était censé entrer en vigueur aux alentours du 3 juin, mais en réalité, il s'agissait plutôt d'un ralentissement des combats que de quelque chose pouvant réellement être qualifié de cessez-le-feu. Les problèmes portaient sur la zone d'application du cessez-le-feu. Israël et le Liban pensaient que le Hezbollah cesserait le combat et qu'Israël arrêterait d'attaquer Beyrouth. Le Hezbollah pensait qu'Israël arrêterait de tirer et se retirerait totalement, puis ils en feraient autant. Si cela vous paraît être une catastrophe annoncée, on ne vous en veut pas. Ce n'était pas vraiment une grande surprise lorsque les choses ont commencé à s'effondrer immédiatement. Donc lorsqu'il est devenu évident qu'Israël n'avait aucune intention de se retirer, le Hezbollah a officiellement déclaré que tout le processus était, et je cite, absurde, humiliant et insultant. Ils ont aussitôt repris les tirs de roquettes sur le nord d'Israël, tandis que Jérusalem poursuivait ses opérations dans le sud. Après la mort d'un soldat de Tsahal dans le sud par le Hezbollah, Israël a jugé le cessez-le-feu inutile et a frappé Beyrouth. À ce moment, tout le Moyen-Orient s'est embrasé. Des avions israéliens ont frappé, sans avertissement, des centres de commandement du Hezbollah à Dahiya, dans la banlieue sud de Beyrouth, selon Jérusalem. Washington avait auparavant demandé à Israël de retarder ses frappes, et il l'avait fait de manière explicite et imagée, en faisant valoir que les négociations avec l'Iran étaient à un moment crucial. Washington soutenait que si une solution devait être trouvée pour le Liban, elle viendrait des pourparlers organisés aux États-Unis. Pour Téhéran, Israël avait dépassé sa ligne rouge une fois de trop. Ebrahim Raisi, le porte-parole de la commission parlementaire iranienne de la sécurité et de la politique étrangère, a publié sur X que, et je cite, « Ce chien enragé doit être discipliné et remis à sa place. Regardez le ciel des territoires occupés ce soir. Dès dimanche, leurs menaces ont été mises à exécution. La République islamique a lancé une dizaine de missiles balistiques sur Israël, marquant le premier échange direct avec Israël depuis le cessez-le-feu d'avril. Israël a toujours affirmé qu'un accord avec la République islamique est futile et a intensifié sa volonté de reprendre les hostilités. Ainsi, ces frappes vont offrir à Israël ce qu'il considérait comme l'occasion parfaite de tirer à volonté, ce que Tsahal a fait exactement. Au cours de la nuit, jusqu'au lundi matin, des dizaines d'avions de chasse israéliens ont pénétré dans l'espace aérien iranien et frappé des cibles à travers le pays. Cela incluait des lanceurs solaires, des camps et stations pour les forces paramilitaires assiégées, ainsi que des radars que Téhéran tentait de reconstruire depuis avril. Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes du pays, dont Téhéran, Ispahan, Tabriz et Karaj, tandis qu'une frappe distincte a détruit le complexe pétrochimique de Mashhad au Khuzestan. Israël a déclaré que le complexe fournissait des matériaux au programme de missiles balistiques iranien. Fait notable, Washington était totalement absent de tout cela, et souvenez-vous-en car nous y reviendrons dans un instant. Ensuite, après Israël, c'était au tour de l'Iran, et les forces iraniennes n'ont pas déçu. Ils ont lancé l'opération NASA, ce qui signifie « victoire » en persan, et cela voulait dire, en pratique, que l'Iran allait lancer entre 24 et 30 missiles balistiques. L'Iran a revendiqué des impacts directs sur les bases aériennes de Nevetim et de Tel Nof, tandis qu'Israël dit avoir intercepté la plupart des missiles. Les preuves initiales semblent appuyer la version israélienne. Aucun décès n'a été signalé, et seulement quelques fragments de missiles ont été retrouvés dans le nord et près de Jéricho, en Cisjordanie. Un instant, cela a paru être la fin de l'histoire. Dès lundi, les missiles avaient presque cessé de voler, et Trump assurait qu'un accord avec Téhéran était possible sous peu. Ce cessez-le-feu d'avril pourrait donc renaître. Mais s'il y a une chose que tu as apprise de 2026, c'est que rien n'est jamais simple. Mardi après-midi, Donald Trump a annoncé sur Truth Social qu'un hélicoptère Apache de l'armée américaine avait été abattu près du détroit d'Ormuz par l'Iran. Les 2 pilotes, indemnes, ont été secourus dans l'eau par un bateau de surface robotisé sans équipage, une première mondiale connue pour un combat automatisé. Politiquement, cependant, c'était une toute autre histoire. Après tout, selon la soi-disant doctrine Rubio, seuls les pays stupides ne ripostent pas lorsqu'ils ont été attaqués.
Et effectivement, Trump a annoncé qu'il devait, par nécessité, répondre. Hier soir, sur ordre de Trump, le commandement central américain a mené des frappes dites de légitime défense contre des cibles iraniennes. Le CENTCOM indique que les frappes ont touché des défenses aériennes, des radars et des stations de contrôle près du détroit, notamment à Sirak et sur l'île de Keshm. Aucune frappe n'a visé d'infrastructures pétrolières, nucléaires ou de dirigeants du régime. C'est donc une réponse très limitée, bien qu'impliquant le bombardement d'un autre pays. L'Iran, de son côté, n'a pas vraiment salué la retenue des États-Unis. Mercredi matin, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, IRGC, a annoncé avoir lancé une attaque de drone contre la 5e flotte américaine à Bahreïn en représailles. L'IRGC a averti qu'il agirait encore si les frappes américaines continuaient. Pourtant, malgré ces feux d'artifice dans la région, l'un des affrontements les plus significatifs de la semaine se tenait à des centaines de kilomètres. Qui prend les décisions ? Ce combat, étonnamment, s'est réduit à celui entre les États-Unis et Israël. Même s'il se joue avec des mots plutôt qu'avec des bombes ou des drones, il s'agit peut-être de la bataille la plus importante de ces dernières semaines. Lorsque Jérusalem et Washington ont lancé cette guerre ensemble le 28 février, ils l'ont fait sur des bases solides. Israël était sans doute plus enthousiaste et prêt à faire tomber la République islamique, mais les deux alliés étaient globalement unis. Rien de nouveau. Trump a été l'un des présidents américains les plus pro-israéliens et ses liens avec Washington ont été un atout politique majeur pour Benjamin Netanyahou. Cependant, la situation paraît de plus en plus tendue pour des raisons largement hors du contrôle des deux dirigeants. Comme l'a dit un haut responsable américain, Bibi a besoin que la guerre continue pour rester politiquement en vie en Israël, et Trump a besoin que la guerre se termine pour rester politiquement en vie aux États-Unis. Nous pensons qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans, surtout du côté israélien, où Netanyahou a subi une série absolument brutale d'attaques politiques de la part de ses adversaires comme de ses alliés. L'ancien Premier ministre et opposant Naftali Bennett a reproché à Netanyahou d'avoir toléré la normalisation des attaques de la République islamique contre Israël, car il a cédé sous la pression de Washington. Bennett n'était pas le seul à le penser. Le chef de l'opposition Yair Lapid l'a rejoint, et même des membres du parti de Netanyahou ont jugé cela excessif. Moshe Sahar, membre de la Knesset, a déclaré dans une interview à Inet « Nous aurions dû agir, pas maintenant, mais il y a 2 semaines. Nous ne devons pas contenir cela. Nous devons détruire et gagner. » Déjà difficile pour Netanyahou en temps normal, la situation est aggravée par l'effondrement de sa coalition au pouvoir le mois dernier. Cette coalition dépend de plusieurs petits partis pour rester à flot, et l'un de ces petits partis a décidé que c'en était assez à cause de questions sans rapport avec l'Iran. Ils ont décidé de se présenter à de nouvelles élections, qui sont désormais prévues pour plus tard cet automne. L'ensemble de la Knesset sera en jeu, y compris le siège de Bibi. Trump, lui, affronte une situation moins hostile, mais toujours difficile aux États-Unis. On s'attend à ce que son parti obtienne de mauvais résultats lors des élections de mi-mandat à l'automne, l'impact de la guerre sur les prix à la consommation et le manque d'attention perçu de Trump envers les questions intérieures qu'il avait promis de traiter, pesant tous deux sur son parti. Trump prétend en public ne pas se soucier des élections de mi-mandat, ni de leur issue, mais ses actes au pouvoir prouvent le contraire, notamment dans sa gestion récente de l'Iran. Dans cette optique, la divergence prend tout son sens et crée une dynamique régionale apparemment insurmontable. La République islamique dispose ainsi d'un levier inattendu. Tant qu'elle supporte le blocus de Washington, Téhéran peut mettre l'alliance à rude épreuve sans presque rien faire. Je précise, il ne s'agit pas d'un divorce total entre Washington et Jérusalem, mais la fracture est réelle. Tant que le problème iranien ne sera pas résolu, elle ne devrait pas s'atténuer. Même dans leurs conversations directes, Trump a été inhabituellement dur avec Netanyahou. En discutant d'une possible attaque israélienne contre l'Iran ce week-end, Trump aurait dit à Bibi « Tu ferais mieux de faire attention, ou tu seras bientôt tout seul ». Bien qu'une telle menace soit inhabituelle, elle reste modérée comparée au coup de téléphone houleux de la semaine dernière. C'est celui où, si vous l'avez manqué, Trump aurait perdu son sang-froid et dit à Netanyahou « Fansatie et Ahanta, tu es fou, je te sauve la peau ». Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël. Fin de citation. Ce raid qui semblait au départ suffisant pour pousser Netanyahou à reculer, commence maintenant à paraître plutôt insuffisant. Selon le Times of Israel, au moment où cette dernière vague de violence s'est calmée, Netanyahou avait déjà donné son feu vert à une riposte beaucoup plus importante contre l'Iran pour lundi matin. Des chasseurs auraient été ravitaillés et déjà sur la piste lorsque l'ordre d'annulation est tombé. Pour l'instant, la menace de perdre le soutien américain semble influencer Netanyahou. Il aurait dit à ses collègues du cabinet à propos de Trump « Pourquoi chercher la bagarre avec lui ?» Cependant, il reste à voir combien de temps cette influence durera.
Maintenant, avant de continuer, une petite pause pour vous parler de notre site exceptionnel pour les abonnés, Warfronts. Front.co. Front.co est notre plateforme pour toutes les histoires auxquelles nous ne pouvons pas rendre justice ici, sur la chaîne principale, un endroit où nous pouvons approfondir et aller encore plus loin que ce que nous faisons sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, des articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur le conflit et les sujets géopolitiques qui vous importent le plus. Nous couvrons souvent la guerre en Iran, mais proposons aussi de nombreux sujets sur l'Ukraine, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions, sans oublier les petits conflits ignorés ailleurs. Un abonnement à Front coûte 5$ par mois ou 50$ par an. C'est fronts.co, n'hésitez pas à aller voir. Et maintenant, retour à l'Iran. État pris en otage. Depuis le cessez-le-feu initial entre l'Iran et les États-Unis début avril, le Liban demeure un enjeu central et difficile dans chaque discussion sur la suite des événements. Bien que le Liban ait joué un rôle disproportionné, beaucoup moins d'attention a été portée, surtout dans les médias internationaux, à la situation réelle sur le sol libanais, et rarement d'un point de vue libanais. Mais ce point de vue mérite vraiment d'être expliqué, car il bouleverse complètement les récits conventionnels qui circulent sur le pays. Depuis plusieurs semaines, l'Iran pousse de plus en plus pour que le Liban soit inclus dans tout cessez-le-feu possible. L'Iran veut qu'Israël se retire complètement du Liban et affirme que la présence israélienne au Liban est une ligne rouge. Vu sous cet angle, on pourrait presque croire que le Liban et l'Iran sont du même côté. Des alliés, vraiment. Pourtant, c'est loin de la réalité. À la fin de la semaine dernière, le président libanais Joseph Aoun s'est entretenu avec la journaliste de CNN Christiane Amanpour et, lorsqu'on lui a demandé quel rôle jouait l'Iran et son CGRI en tentant de négocier au nom du Liban, il n'a pas mâché ses mots, déclarant « Ce n'est pas votre pays, c'est notre pays. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas à vous d'intervenir dans notre pays. Je rejette totalement la déclaration de l'Iran parce que notre peuple est tué, nos maisons sont détruites. Ils utilisent le Liban comme monnaie d'échange. » Fin de citation. Cette position s'explique mieux quand on prend du recul et qu'on comprend la situation difficile du Liban. Le Hezbollah fonctionne comme un État dans l'État depuis des décennies, et plus tôt cette année, il a replongé le pays dans la guerre contre Israël pour défendre ses alliés à Téhéran. Le gouvernement libanais n'a encore une fois pas réussi à l'arrêter. Cependant, pour la première fois depuis des décennies, il tente de conclure un accord pour l'éviter. Le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam ont proposé à Israël des négociations politiques directes dès le début du conflit, une démarche inédite pour un gouvernement libanais. Sous forte pression américaine, Israël a accepté et les discussions reprendront ce mois-ci. Les 2 parties s'accordent sur plus de points qu'on ne le pense. Tous 2 veulent un Hezbollah désarmé, bien que ce soit difficile à réaliser. De plus, le gouvernement actuel à Beyrouth est sans doute la meilleure chance pour Jérusalem d'obtenir des résultats. Si l'on se fie aux dirigeants libanais précédents, il pourrait s'écouler plusieurs décennies avant qu'un autre dirigeant libanais ne soit aussi disposé à coopérer que Joseph Aoun l'a été. Mais malgré cette opportunité, Israël rend ce processus encore plus difficile qu'il ne devrait l'être pour le gouvernement libanais. Les forces israéliennes ont étendu le territoire qu'elles occupent ces dernières semaines. Cette occupation a commencé au sud du fleuve Litani, la ligne de démarcation historique qui marque généralement la limite nord des campagnes terrestres israéliennes. Mais cette fois, l'occupation israélienne a continué de progresser vers le nord. L'exemple le plus clair récemment est la ville de Tyr. Mardi, les FDI ont ordonné les évacuations les plus massives jamais imposées à la ville jusqu'à présent. Ces ordres d'évacuation concernaient Al-Hara, le quartier chrétien de la vieille ville, qui avait jusque-là été épargné par la guerre. Cette relative sécurité avait fait d'Al-Hara un refuge pour ceux qui avaient été forcés d'évacuer d'autres endroits. Le quartier avait accueilli des centaines de familles déplacées venant de tout le sud, et Tyr dans son ensemble en avait accueilli des milliers d'autres venant de toute la région. Dans un petit pays, déplacer plus d'un 1/5 de la population entraîne un manque de logement. L'extension des évacuations israéliennes a aggravé la situation. Cela rend certaines actions récentes d'Israël encore plus contre-productives. Ce week-end, une frappe aérienne de Tsahal juste à l'extérieur de Kafr Debnid a touché une cible militaire libanaise, et quand nous disons cela, nous parlons de l'armée libanaise, pas du Hezbollah. L'explosion a tué 3 soldats en patrouille dans la zone, dont un commandant, un officier et un soldat. Tsahal a déclaré que le véhicule circulait de façon suspecte dans une zone restreinte nécessitant une autorisation israélienne, ce que l'armée libanaise conteste. Ils affirment que le camion se trouvait dans une zone de patrouille habituelle, et ont condamné ce que le Liban a qualifié, je cite, d'agression brutale, délibérée et répétée. Israël a tout de même des raisons de s'inquiéter d'une activité militante dans cette région. Des roquettes provenant du sud du Liban tombent sur le pays depuis 2023 et représentaient déjà une menace persistante depuis des années auparavant. Les gouvernements libanais précédents ont continuellement repoussé la question du désarmement du Hezbollah, ce qui est devenu une sorte de promesse perpétuelle.
Depuis 10 ans, ils promettent de désarmer le groupe sous 1 ou 2 ans. Donc Jérusalem doute quand Beyrouth assure que ce sera différent, cette fois. Le danger pour les gouvernements israéliens et libanais réside dans la légitimité, ou non, dont bénéficie le Hezbollah auprès de la population libanaise. Il y a 10 ou 20 ans, ils étaient très populaires. Ils étaient en vue comme un projet national défendant le Liban contre l'occupation israélienne, ce que le gouvernement faible et corrompu de Beyrouth ne pouvait accomplir. Le retrait d'Israël du pays en 2000 a été largement vu comme une victoire totale du Hezbollah. Le groupe avait repoussé l'armée la plus puissante de la région, ce que les États arabes, pourtant plus nombreux et mieux équipés, n'avaient encore jamais réussi. Dans les cercles anti-israéliens du monde arabe, ces types éternent de véritables légendes. Passons à 2026 et la perception du Hezbollah s'est effondrée. Cela est en grande partie dû à l'épuisement total face aux provocations du Hezbollah contre Israël, alors même qu'Israël n'occupait plus le pays. Quand le Hezbollah a tenté cela à nouveau début 2026, alors que tout se reconstruisait, après la dernière guerre, le pays en a eu assez. Cet épuisement est précisément ce qui a produit le gouvernement le plus anti-Hezbollah que le Liban ait jamais connu, avec le président les qualifiant effectivement de traîtres à la nation. Pour Israël, les risques ici sont doubles. Traiter le Liban comme un gouvernement hostile, et Israël envoie tous les mauvais signaux, montrant à la région que coopérer avec Israël ne vous apporte rien. Cela pourrait donner au Hezbollah une justification pour poursuivre ses opérations, possiblement avec le soutien du public. Si l'on compte trop sur le gouvernement libanais, rien ne sera fait. Le Hezbollah se renforcera tandis qu'Israël restera bloqué à négocier avec un partenaire sans importance. Et tout cela mène à la partie dont personne ne parle. Chaque semaine qui passe, cette fenêtre d'opportunité se réduit. Aoun et Salam dépensent leur capital politique à poursuivre la paix avec le pays, déchirant ainsi le Liban. Ce qui ne rend pas exactement la négociation avec Israël plus facile à vendre. Si ce gouvernement échoue, il n'y en aura pas un autre comme lui de sitôt. Merci de nous avoir regardés.